Vous avez probablement tous une peur. Que cela soit la phobie de l'avion, des araignées, de la mer ou encore de l'obscurité, la cause interne de la crainte se concentre en général sur un thème bien particulier, la mort ou le danger. La mort a été source de questionnements et de fantasmes depuis le début de l'existence humaine. Et nous avons depuis toujours essayé de la surpasser, à travers la religion, l'alchimie, des croyances plus occultes, mais aussi des mythes. N'oubliez pas, par exemple, le Saint Graal dans la légende arthurienne, qui était censé octroyer la vie éternelle à tous ses possesseurs. Avec l'avènement des sciences et des techniques modernes, notre espérance de vie a considérablement augmenté. Mais sera-t-il possible un jour de surpasser notre mortalité? Est-il possible de dépasser les limites de la vieillesse? Sera-t-il possible de manipuler le vivant pour tromper la mort? Je me présente, je m'appelle Damien Berry, je suis étudiant en médecine et en sciences à Sorbonne Université. Depuis mes années au lycée, j'ai toujours été passionné par ce domaine qu'est la biologie et comment nous pouvions l'utiliser afin de servir l'humain. Pour des raisons personnelles et par curiosité, je m'étais penché sur une manière de traiter une maladie rare appelée le déficit en facteur 5 congénital ou parahémophilie, caractérisée par des saignements longs, abondants et parfois dangereux. Pour cela, j'ai donc dû transformer mon garage en laboratoire de fortune et j'ai ainsi pu cloner le gène responsable de la maladie seul et avec des bactéries. Ce travail m'a réellement permis de prendre goût à l'aventure qu'est la recherche et je continue ainsi d'étudier la médecine, mais cette fois-ci dans un laboratoire à la Salpêtrière en tant qu'agent de recherche. Retournons à notre question de départ. La première approche scientifique au fait de vouloir surpasser la mort a aussi été l'une des plus fantaisistes, digne des plus grands films de science-fiction, c'est la cryogénisation. Il existe en effet plusieurs organismes, surtout aux États-Unis, vous offrant la possibilité, une fois votre mort déclarée, de cryogéniser votre corps entier ou uniquement votre cerveau. Leur promesse, vous décryogéniser lorsque nous aurons atteint un moyen d'octroyer la vie éternelle. Mais alors, comment ce procédé se passe-t-il? Eh bien, lorsque le médecin aura prononcé votre mort clinique, vous serez transporté dans leurs locaux, plongé dans un bain de glace, ventilé artificiellement et en ayant un cœur qui bat, grâce à cette ventouse qui va donc faire effet de compression cardiaque. Néanmoins, on ne peut pas directement vous transporter dans des températures extrêmement froides, car l'eau de votre corps commencerait à former des cristaux de glace, ce qui endommagerait de manière permanente vos cellules. Pour cela, nous allons donc remplacer toute l'eau de votre organisme par un antigel, qui va donc empêcher la formation de ces cristaux. On appelle ce procédé la vitrification. Ensuite, vous serez placé dans d'énormes cuves remplies d'azote liquide, à une température moyennant les moins 196 degrés, où vous attendrez patiemment votre réanimation. Aussi improbable que cela puisse paraître, il existe de nombreux inconvénients à cette méthode. Premièrement, l'utilisation d'antigel a des effets néfastes sur la santé très bien connus. Deuxièmement, le processus de décryogénisation n'a encore jamais été réalisé sur un humain. Et les dégâts liés au manque d'oxygène ou encore au stockage dans des températures glaciales pendant de très longues périodes n'a jamais été réellement encore étudié. Et puis,
Bien que les techniques s'améliorent, il existe un troisième problème lié cette fois-ci à l'éthique et à la sécurité. Comment s'assurer qu'une entreprise pourra s'occuper de votre corps pendant des décennies, voire des siècles? Car en effet, quasiment toutes les entreprises de cryogénisation ayant ouvert entre les années 60 à 70 ont désormais mis la clé sous la porte. Ainsi, la cryonique a été classifiée comme une pseudoscience. Mais alors, concentrons-nous sur les réelles applications scientifiques à la mort et à la vieillesse. Avant tout, il est important pour moi de vous expliquer un terme souvent utilisé afin de désigner la mort qu'on considère comme la plus calme. C'est la mort naturelle. Comment est-ce que quelqu'un peut-il bien mourir de vieillesse? On pourrait se dire qu'à un moment, nos cellules ne sont plus capables de se renouveler comme elles le pouvaient lorsque nous étions jeunes. C'est partiellement le cas, mais en réalité, certaines le peuvent encore. C'est donc l'exemple des cellules souches, qui, elles, peuvent proliférer de manière quasi indéfinie et qui vont donc donner les autres cellules de notre organisme, les renouvelant donc. Mais alors, si ces cellules souches peuvent proliférer comme bon leur semble, pourquoi pas les autres cellules de l'organisme? Pour ceux ayant suivi un cursus en biologie ou en santé, vous avez déjà la réponse. À cause du risque cancéreux. En effet, les cellules cancéreuses, elles aussi, peuvent proliférer indéfiniment, et l'organisme est bien au courant de cela. C'est pour ça qu'au fil du temps, nos cellules sont dotées de barrières de protection envers ces risques cancéreux, en par exemple limitant leur prolifération, et donc le renouvellement de leur population. Certains de ces mécanismes s'appliquent aussi aux cellules souches. Donc dire que ces dernières peuvent proliférer de manière indéfinie et de façon tout aussi correcte qu'auparavant est une conception partiellement erronée. Mais laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous avez ici des chromosomes en bleu, et au bout de ces chromosomes en rouge, vous avez des télomères. Ce sont les séquences d'ADN qui vont se raccourcir au fil de chaque division cellulaire, donc à chaque prolifération. Quand ces télomères deviennent trop petits, alors la cellule décide d'arrêter de proliférer et va entrer en sénescence. C'est comme si la cellule partait à la retraite, elle va commencer à se dégrader et à mourir au fil du temps. Par analogie, on peut appliquer ce même procédé aux tissus et aux organes, qui vont eux aussi commencer à vieillir puis à dysfonctionner. Par ailleurs, cette limite, fixée par les télomères, a été imposée par la cellule elle-même, car elle pourrait faire repousser ces derniers grâce à une protéine appelée HTERT, mais le risque tumoral est trop grand, donc elle accepte sa mort au temps voulu. Il existe néanmoins, en biologie, plusieurs manières de rendre immortelles ou moins prônes à la vieillesse des cellules, voire de petits organismes. Le premier s'appelle, en toute modestie, l'immortalisation. Et il y a une technique très souvent utilisée en laboratoire. Elle peut consister par exemple en l'allongement de ces fameux télomères. Car si on les agrandit, alors la cellule ne saura pas quand arrêter de proliférer. Elle va donc continuer à agrandir sa population et donc la renouveler. Le problème, c'est que, comme je l'avais dit auparavant, ces cellules vont commencer à adopter des caractéristiques cancéreuses, avec donc une prolifération anarchique. Vous avez un exemple ici. Vous avez une photographie de cellules embryonnaires de reins humains appartenant à la lignée HEK 293T, qui sont elles aussi immortelles. Mais contrairement à ce que j'avais dit auparavant, nous n'avons pas forcément allongé ces télomères, car il y a un mécanisme plus intéressant derrière cela. Nous avons, en réalité, infecté ces cellules par un virus cultivé en laboratoire
provenant du singe appelé le virus simien 40. Lors de l'infection, nous allons commencer à percevoir l'apparition d'une immortalisation, car les particules virales vont commencer à inhiber les mécanismes de régulation de la prolifération et donc de la sénescence. Autrement dit, en vous faisant infecter, vous gagnerez l'immortalité cellulaire. Mais en contrepartie, vous aurez un cancer assuré. Ce n'est probablement pas la meilleure affaire qui existe. Mais y a-t-il autre chose? En dépit de vouloir augmenter la prolifération et donc le renouvellement, in fine, l'immortalisation de nos cellules, nous pouvons plutôt nous pencher sur des manières de réduire le vieillissement de nos tissus. Il existe en effet une nouvelle classe thérapeutique de médicaments, encore à l'étude, appelée les sénolytiques, et qui ont pour but d'atténuer les effets de la sénescence et donc du vieillissement. De nombreuses molécules sont encore en expérimentation, comme le 17-DMAG. C'était un médicament qui était auparavant étudié dans le cadre de la chimiothérapie, en tant qu'anticancéreux donc. Mais elle inactive aussi une protéine relâchée dans le cadre du stress cellulaire, qui a donc un rôle dans la sénescence. Dans une expérience, des chercheurs ont utilisé des souris qui présentaient une maladie génétique qui accélérait de manière phénoménale leur vieillissement, et donc l'apparition de maladies associées. Vous avez donc les résultats de l'expérience ici. Vous avez en rouge le groupe non traité aux médicaments et en jaune le groupe traité. Vous pouvez donc voir une diminution significative des effets du vieillissement chez les souris traitées. Néanmoins, vers la fin de la vie de nos sujets, ces différences commencent à s'estomper pour devenir anecdotiques. Ce qui révèle donc une faiblesse du traitement, car elle ne pourrait peut-être pas améliorer la condition de vie lors des derniers jours du vieillissement. Il existe une autre molécule qui est utilisée en tant que complément alimentaire dans certains pays, c'est la physotine. Dans une autre expérience, des chercheurs ont encore une fois utilisé des souris qui étaient cette fois-ci âgées d'environ 85 semaines, ce qui équivaut chez nous à un âge de 75 ans. En un court laps de temps, les souris traitées ont montré une augmentation de leur espérance de vie de 15%, ce qui équivaut chez nous d'un passage de 82 à 95 ans d'espérance de vie moyenne. De plus, nous avons remarqué une augmentation de la fonction rénale, hépatique, immunologique et cérébrale associée au traitement. Néanmoins, il faudra encore beaucoup plus d'études cliniques et précliniques afin d'assurer l'efficacité et la sûreté du traitement chez l'humain. Je n'ai fait ici que de balayer et résumer le vaste domaine qu'est l'extension de la vie, avec ses nombreuses avancées scientifiques, mais aussi pseudo-scientifiques. Mais est-ce que cela est-il réellement nécessaire? Le philosophe Kagan, en 2012, nous offrait un problème. Si vous gagnez l'immortalité, que feriez-vous? Si vous décidiez de ne rien faire d'autre de votre vie, en vous adonnant au même plaisir et à la même routine, alors vivre éternellement ne servirait à rien. Vous seriez effectivement en train de vivre l'enfer sur Terre, dans un ennui infini, en errant de manière vaine les surfaces de notre planète. Et puis, bien que certains médicaments pourront peut-être allonger votre vie de quelques décennies, vous n'échapperez pas à la fatigue, à la douleur et à la maladie. Montaigne nous disait que la mort était un beau cadeau, nous offrant une fin honorable à notre vie, en nous épargnant les derniers jours de vieillesse. Alors, au lieu de tant vouloir pourchasser le rêve de l'immortalité, signature ultime, mais aussi impossible de l'orgueil humain, essayons plutôt de nous concerter afin d'améliorer nos conditions de vie en évitant la souffrance inutile. Je vous remercie.